je crois que j'étais vraiment agréablement surpris par le niveau de cette manifestation. J'ai vu avec grand plaisir et grande fierté que parmi l'assistance, il y a quand même pas mal de mes élèves, que ce soit à la faculté de médecine ou également à l'école de santé à Monastir. Ça me fait vraiment plaisir. Je dois dire que c'est comme ça qu'on peut vraiment rehausser le niveau de telles manifestations. Donc, et en plus, j'ai assisté avec beaucoup d'attention aux autres interventions de certains collègues qui étaient d'un certain niveau. Effectivement, Madame le Président, c'est un problème. Les insecticides surtout, les insectes également. Donc, on va voir un petit peu, premièrement, je dois dire que je suis quand même toxicologue peut-être et entomologiste malgré moi. Je suis de formation, je deviens malgré moi un petit peu toxicologue et donc, si vous voulez, entomologiste sur ces insectes-là, mais quand même, ils sont très intéressants. Alors, de quoi je vais vous parler pendant cette séance? Voilà, donc, les rubriques qu'on va détailler un petit peu. Je vais essayer de ne pas dépasser l'horaire qui m'est imparti. Alors, les insectes. Je ne crois pas que la question puisse se poser. Est-ce que vous aimez les insectes? Je ne crois pas qu'il y a des gens qui aiment les insectes. Très franchement. Cependant, vous les aimez, vous? Il s'agit d'abeilles, par exemple. Attendez, mais les autres. Alors, premièrement, il y a un petit problème, c'est que peut-être nous, le français, ce n'est pas notre langue maternelle, donc des fois, on peut faire des confusions. Donc, pour nous, les insectes, c'est le hasharat. Or, les insectes, en français, ça, c'est un petit peu différent. Parce qu'on inclut peut-être, quand on dit hasharat, on inclut peut-être l'arbre, on inclut peut-être d'autres insectes. Ce n'est pas ça. Alors, insecte, comment vous reconnaissez un insecte? Premièrement, il faut qu'elle ait 3 paires de pattes. 3 paires. Et il faut éventuellement, elle peut avoir 2 paires d'ailes ou pas du tout. Donc ça dépend des insectes. Donc c'est ça les insectes. Alors bien sûr, il y a les mouches, il y a les moustiques, il y a pas mal d'insectes. Si jamais vous voulez vraiment vérifier, vous allez voir qu'ils ont, toutes ces bestioles-là, ont 3 paires d'ailes. Alors, on ne les aime pas. Bien sûr, il y a, comme dit Madame la Présidente, il y a des insectes qui sont vraiment donc bénéfiques. Ça, on va le voir. Mais il y a quand même, le problème, ce n'est pas avec ces insectes-là. Ces insectes-là, bien sûr, on n'a qu'à les épargner, etc. Mais il y a également les insectes qui sont vecteurs de maladies. C'est ça, peut-être, le vrai problème. Alors, bien sûr, donc, il faut savoir également une autre peut-être information, c'est que les espèces d'insectes représentent plus de 80% des espèces vivantes sur Terre. Donc, ce ne sont pas si vous voulez, des êtres vivants qui sont rares. Au contraire, 80%. Alors, autre chose, c'est que les insectes, comme je viens tout à l'heure de le dire, ne sont pas tous nuisibles. L'exemple des abeilles. Je n'ai pas à vous dire autre chose. Les abeilles, bien sûr, on les connaît. Il y a des produits de l'abeille. Tous les produits de l'abeille sont vraiment bénéfiques. Le miel, la gelée royale, et également la piqûre d'insectes. La piqûre de l'abeille. Elle traite le rhumatisme. Donc, et il y a des essais aussi bien en Égypte qu'en Russie de piqûres d'abeilles pour traiter le rhumatisme. Donc, tout est bénéfique. Et il y a un petit problème concernant les abeilles. Sachez que maintenant, les abeilles ont un petit problème avec
les ondes de ces appareils-là. Les ondes électromagnétiques, apparemment, ce sont des choses qui font perdre l'abeille sur son itinéraire valable. Et donc, il y a un problème. Donc, les gens commencent déjà à tenir compte de ça pour que si jamais les abeilles disparaissent de sur Terre, les humains et autres êtres vivants n'auraient que 5 ans à vivre sur Terre. Ils ne peuvent pas survivre au-delà de 5 ans. Alors, bien sûr, là, je vais m'intéresser aux insectes qu'on n'aime pas. Et là, vous avez le droit de dire que je n'aime pas les moustiques. J'aime pas les mouches. J'aime pas... bon, ça, ce sont des insectes qui sont qu'on appelle d'intérêt médical. Alors, en effet, ce sont des insectes qui sont vraiment des vecteurs de maladies humaines. On va voir, bien sûr, ces maladies-là, telles que le paludisme, telles que la filariose, telles que beaucoup d'arboviroses, telles que par exemple une épidémie qui a sévi quand même, et je vais en voir tout à l'heure en Tunisie, le West Nile, le virus West Nile, et également d'autres maladies telles que la maladie de sommeil, par exemple, qui est véhiculée par le tsetse qui n'existe pas chez nous. Donc ne vous en faites pas, il n'en a pas. Alors, autre chose, c'est que les insectes, en plus des maladies humaines, et je vais revenir un petit peu sur ces maladies humaines tout à l'heure, en plus des maladies humaines, elles sont des vecteurs, ou ils sont des ravageurs de culture et vecteurs de pathologies animales. Donc, bien sûr, les animaux domestiques, par exemple, sont bien sûr nécessaires pour nous, pour notre alimentation, etc. Alors, autre chose, c'est que ces insectes, surtout les moustiques, les mouches, nous cassent les pieds, surtout en été. Il y a un casse-pied. L'été, avec les moustiques, etc., bon, vous en entendez assez souvent qu'il faut lutter contre, etc., etc. Et je crois que là, c'est peut-être un problème qu'il faut tenir compte concernant les insectes. Alors, le paludisme, par exemple. Je ne sais pas comment on l'appelle en arabe, parce qu'il y a plusieurs appellations, mais malaria c'est aussi, c'est pas une appellation arabe non plus, mais quand même. Alors, sachez que le paludisme, autrefois, il était très répandu en Tunisie. Et j'ai consulté les registres du ministère de la Santé, depuis 1930, durant les années 30. Hein. Alors, sachez que depuis de 32 à 36, 1932 à 1936, le tiers de la population du royaume de Tunisie, le tiers de la population a été anéanti en un mois, je crois. Un mois, le tiers de notre population est morte à cause du paludisme. Donc vous voyez l'importance de cette pathologie. Alors, bien sûr, il y a dans le monde 40% de la population mondiale humaine est exposée à cette maladie, malheureusement, et jusqu'à maintenant. 40% de la population mondiale est exposée à la maladie. 300 millions à 500 millions de cas de paludisme par an sont enregistrés essentiellement en Afrique et en Asie du Sud. Essentiellement. Alors, les décès sont quand même aussi très nombreux. Vous voyez, 1,7 million à 2,7 millions de décès par an. C'est quand même un grave problème. Ce n'est pas peu. Autre chose, c'est qu'il y a d'autres maladies. Bon, ça nous épargne un petit peu. Nous, on n'en a pas. Mais la dengue, par exemple, bon, c'est très rare, c'est des cas importés. Le West Nile virus, là, il y a ces épidémies-là, 1999, 2006, l'année dernière, 2013, donc il y a eu des épidémies du West Nile qui sont cette pathologie-là. C'est dû à un virus qui est importé par les pigeons
pigeons migrateurs, et les mêmes, je ne sais pas comment ça s'appelle partout, c'est peut-être pas la même appellation, mais quand même, ces pigeons-là sont infectés par le virus, donc les moustiques piquent le sang de ces virus, elle va repiquer un humain, et là, elle lui transmet le virus, qui malheureusement, des fois, entraîne des décès. Alors, les filarioses, bon, il n'y en a pas beaucoup pour nous. Les filarioses, je ne reviens pas parce que ce n'est pas vraiment quelque chose qui est très important, donc c'est pas la peine d'y revenir. Alors, qu'en est-il en Tunisie pour le paludisme? Je vous ai raconté que durant les... Ça remonte à 1979. Et c'est un cas qui a été traité à l'hôpital Charles-Nicolle, le dernier. Alors, depuis, il a été anéanti, donc il n'y a plus. Le paludisme, on n'en parle pas. Mais est-ce que vraiment c'est définitif? C'est ça le problème. Et comment on l'a éradiqué? Alors, on l'a éradiqué par l'usage de ces produits, pesticides ou insecticides, c'est comme vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, on l'a enlevé ou on l'a éradiqué par ces produits chimiques. On va les voir après, parce que c'est peut-être un peu aussi un volet important de ce que je devrais éventuellement parler. Alors, est-ce qu'on risque la réintroduction du paludisme? Ben oui, on le risque, et il y a un risque quand même qui est important. Important pourquoi? Parce que premièrement, on a déjà enregistré un cas. Et d'ailleurs, j'étais un petit peu impliqué dans ce cas-là pour le voir, mais apparemment, il s'agit d'un cas de paludisme d'aéroport. Heureusement, ce n'est pas un paludisme vraiment qui est autochtone. C'est quelqu'un qui est venu, enfin, pas quelqu'un, un moustique, un anophèle, qui a voyagé par avion. Il était venu en hôte chez nous, et donc ce moustique-là a piqué quelqu'un, d'ailleurs deux, et elle leur a transmis le paludisme. Mais quand même, ce n'est pas quelque chose... Au début, on avait cru que ces gens-là, c'était un cas autochtone. Mais il s'avère que non. Alors, introduction d'autres pathologies graves, oui. Toujours la même cause. Et bien sûr, pourquoi? Parce que, premièrement, vous voyez que le nombre et l'étendue des distributions de lacs, je ne sais pas, j'étais quand même un petit peu au devant de tout ça. Voilà. Alors, introduction d'autres pathologies graves, telles que la filariose, etc. Elle n'est pas animée, bon, c'est pas très grave. Alors, est-ce que les risques sont réels? Bien évidemment que oui. Et il faut faire attention. Et ça, peut-être, c'est la responsabilité des institutions sanitaires. Hein. Donc, toutes les institutions sanitaires et municipales également, ils sont responsables. En effet, les échanges internationaux, ça augmente, bien sûr, d'une manière vraiment très, très rapide. D'une part, d'autre part. Donc, étudiants, touristes, coopérants et tout. Et ils viennent de partout. Et ils viennent de zones paludées. Donc, impaludées. Donc, c'est de ces zones-là qu'il y a les risques. Et les vecteurs, faites attention. Le moustique qui est responsable de la transmission du paludisme est toujours là. Les anophèles, on les a trouvés partout. Partout. Hein. Donc, partout en Tunisie, il y a des anophèles. Mais ce sont des anophèles qui ne sont pas infectés, tout simplement. Donc, les anophèles sont là. Là où les anophèles vivent, ça augmente de plus en plus. Donc, il y a également le culex. Le culex, c'est le moustique qui vient nous piquer la nuit. Hein. C'est le seul qui entre dans les maisons. Culex. Et il y a également l'Aïdes. L'Aïdes qui est également un moustique très méchant, qui aussi véhicule pas mal de pathologies et qui est maintenant, à cette époque-là, durant les périodes pluvieuses, donc c'est désagréable d'aller se balader dans la forêt, par exemple, etc. Voilà
risquer le fait que le paludisme serait réintroduit un jour. Là, donc, on ne doit absolument pas le négliger. Alors, autre chose, par exemple, on prend le cas de la Turquie. Le cas de la Turquie est toujours pris, je ne sais pas pourquoi. Mais là, ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'exemple qu'on prend concernant la Turquie. Alors, la Turquie, paludisme éradiqué en 1970. Totalement. Il n'y en a aucun cas. Alors, regardez bien, 7 ans plus tard, en 77, 100 000 cas. Autochtones. 100 000 cas. Les causes sont toujours les mêmes. Les causes sont toujours les mêmes. Ouvrage hydraulique en expansion faramineuse, donc qui permettent à ces anophèles de pulluler, de vivre, etc. Tourisme, donc tout ça, bien sûr. Et, bien sûr, en Turquie, ce n'est pas le cas de la Tunisie, parce qu'en Tunisie, ce n'est pas pour nous vanter, non. Mais la Tunisie n'a pas fait ça. Elle n'a pas diminué la surveillance. Jusqu'à maintenant, on continue à surveiller. Mais avec certains inconvénients dont je vais parler tout à l'heure. Donc, en Tunisie, on continue toujours à surveiller correctement les anophèles, à les traiter, etc. Et le traitement devient quand même de plus en plus, je dirais, logique. Je vais en parler tout à l'heure. Alors, le problème de ces traitements, qui étaient des traitements très intensifs, des fois abusifs, a fait que les insectes, d'une manière générale, ont acquis une résistance importante. Résistance, bien sûr, c'est un phénomène d'adaptation génique. Et là, bien sûr, même chez l'humain, il y a ce phénomène d'adaptation. Les gènes nous permettent de nous adapter des fois à certains milieux qui sont, je dirais, hostiles. La même chose, c'est les insectes. Mais apparemment, le génome des insectes, et surtout cette propriété qui leur permet de s'adapter à un milieu hostile, est beaucoup plus plastique que le génome donc, de mammifères et donc, de notre génome. En effet, donc, là, comment minimiser les risques que constituent ces bestioles? Bien sûr, il faut rester très vigilant, et là, je l'ai dit, hein, je les répète, je le dis, nous sommes vraiment sur la bonne voie. Je suis quand même un petit peu impliqué dans ces phénomènes-là, et ça ne vous en faites pas. Nous sommes vraiment... Donc, nous continuons à être vigilants, et il y a beaucoup de gens au ministère de la Santé qui sont responsables de ces phénomènes-là, qui sont très consciencieux, et des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font, et des gens qui évoluent aussi. Alors, autre chose, c'est bien sûr, il ne faut pas relâcher, il ne faut pas lâcher la lutte. Il faut toujours continuer, optimiser les moyens surtout, optimiser. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, c'est vrai que nous n'avons pas lâché. Nous continuons à lutter avec des insecticides. Mais les insecticides, avec cette résistance, nous sommes en train de déverser des insecticides pour tuer autre chose, par les insectes. On va le voir tout à l'heure. Donc c'est pour cela que je dis que c'est quand même important. La propreté. La propreté. Tout à l'heure, notre professeur Cézine Merlet a insisté beaucoup là-dessus. La propreté, c'est vraiment le point crucial. Je n'étais pas dans notre mentalité, malheureusement, je dois le dire, hein, je ne mâche pas mes mots, je dois le dire. Dans notre société, nous sommes encore une société qui est sale. Je suis désolé du mot, je ne m'adresse à personne de particulier, mais d'une manière globale. Quand on voit nos rues, quand on voit donc le comportement de nos concitoyens, on voit la propreté, je ne crois pas que c'est vraiment quelque chose de très respectueux. Voilà. On jette, et là le problème, et là j'ouvre une parenthèse, et désolé, c'est que des fois, on fait sortir des ordures de chez soi, on le met pas devant chez soi, mais on le met devant quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre,
le trouve et il va le ramener chez nous. Donc, c'est un peu donc, une mentalité qu'il faut peut-être un petit peu s'en débarrasser dans les générations futures. Alors, bien sûr, il faut continuer à sensibiliser continuellement et à grande échelle. Il y a une sensibilisation qui manque. Il y a beaucoup de sensibilisation qui manque, donc il faut vraiment sensibiliser encore plus. Alors, un moustique, par exemple, comment il vit? Quel est son cycle biologique? C'est intéressant de le savoir. Je crois que je l'ai quand même projeté plusieurs fois durant plusieurs interventions, mais il y a quand même des gens qui ne le savent pas. Alors regardez, le moustique a un cycle partagé entre le milieu aérien et le milieu aquatique. Alors, bien sûr, vous avez un moustique qui est bisexuel, donc il y a un accouplement entre deux insectes, deux sexes différents. Les sexes sont des sexes géniques, ce ne sont pas des sexes chromosomiques. Chez la drosophile, chez le moustique par exemple, il n'y a pas de XY, mais il y a des gènes tout simplement. Bon, ça c'est pas très grave. Alors bien sûr, par la suite, elle voit la femelle qui est la seule à entrer chez nous et pique les humains, elle va piquer un humain. Alors bien sûr, elle va se gorger de sang, ça c'est une ou deux fois durant sa vie, tout simplement. Alors elle dépose ses œufs, beaucoup d'œufs, 250 par contre. Alors ces œufs vont évoluer selon 4 stades, le premier, le deuxième, bon ça c'est peut-être la chose que vous voyez des fois dans l'eau, vous appelez Zorlel, je ne sais pas, mais en tout cas, partout on l'appelle comme ça. Et le problème, c'est que ces bestioles-là, dans l'eau, on ne fait pas beaucoup attention pour dire qu'il s'agit de bébés moustiques. Ce sont des bébés moustiques, là. Mais, bien sûr, il y a beaucoup qui ne savent pas qu'il s'agit de cela. Alors, bien sûr, ce bébé moustique évolue en premier stade, deuxième, troisième, quatrième, puis un stade nymphal. Ce stade nymphal qui va sortir de sa peau et bien sûr va devenir un adulte et le cycle comme ça reprend. Voilà donc concernant un peu les moustiques, et tous les moustiques sont de ce type-là, sans exception, aucune. Tous les moustiques. Bien sûr, les autres insectes ont des stades qui sont des stades qui ne sont pas, bien sûr, identiques au stade adulte. Voilà. Alors, quelles sont les armes qu'on utilise pour lutter contre ces insectes-là? Non. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, les produits chimiques de synthèse. Il s'agit de composés organiques, des composés organiques qui ne sont pas naturels. Ce sont des produits qu'on avait synthétisés pour lutter contre les insectes. Alors, globalement, tous ces produits, et il y en a beaucoup, je ne vais pas vous casser les pieds avec, bien sûr, des détails de ce type-là, je vais vous en épargner. Cependant, il faut que je vous dise que ce sont des produits qui attaquent surtout le système nerveux central et également les autres systèmes végétatifs, par exemple, et également d'autres cibles au niveau des cellules pour que l'insecte soit toxique. Alors, ils sont répartis sur les familles, les organochlorés, DDT. Le DDT était le premier à être très utilisé en Tunisie. Il s'avère qu'il est vraiment très toxique et il a été prohibé. Donc il n'est plus d'usage depuis quand même assez longtemps. Les cyclodiennes sont à peu près de la même famille, là aussi ils ne sont pas très utilisés. Le problème c'est cette famille-là, les organophosphorés, Démophos, Chlorpodipos, Pianophosphétine, etc. Tout ça, ce sont les produits qui continuent à être très utilisés et qui développent, donc qui sont le sujet d'une résistance importante. Les péritrédoïdes sont les produits peut-être moins toxiques pour les grands êtres vivants, mais quand même, ils développent beaucoup de résistance. Tels que les cyclodiennes, telles que la propoxure,
également utilisés, et il y a des produits qui sont spécifiques. Là, le problème est spécifique. Là, ça ne fait pas de problème pour l'humain. Ils sont produits par des bactéries. Le mien n'en est pas là. En tout cas, c'est pas. Donc, c'est des produits qui sont produits par ces bactéries, le sphérimose. Donc, ce sont des produits spécifiques pour l'intoxication des animaux. Alors, le problème des insecticides chimiques, d'une manière générale, c'est qu'ils ne sont absolument pas spécifiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent provoquer une nuisance à tous les êtres vivants, sans exception, dont l'humain. Alors, bien sûr, pour l'homme, c'est très toxique. Et ils ont une très grande rémanence, c'est-à-dire que vous déversez des insecticides dans un milieu aquatique pour, par exemple, lutter contre des insectes, et ça va vous rester pendant des dizaines d'années. Très polluant pour l'environnement, et donc ça va ne pas, peut-être, ça intéresserait tous les milieux aquatiques, milieux terrestres, donc par exemple les rivières, les lacs, etc. Et ça peut également intéresser le milieu marin. Donc dans le milieu marin, l'aide Ibn Mansour m'a dit qu'ils ont détecté pas mal de produits insecticides dans le milieu, dans les déversements marins, donc ça peut les attaquer. Alors bien sûr, ils sont des produits la plupart du temps dangereux, et le taux de suicide avec des produits comme ça, c'est un taux qui n'est pas négligeable. Allez demander au service de médecine légale et vous allez voir le nombre d'individus qui se suicident par des produits comme ça. Douelfar, etc. Vous le savez, donc c'est pas la peine de vraiment détailler beaucoup. Alors, autre chose, c'est que l'usage de ces insecticides devient quand même un petit peu, des fois, abusif. De plus en plus, ça augmente de plus en plus, ça contamine tous les composants du milieu, nappe phréatique, lac, sol, produits alimentaires. Les fraises que nous mangeons, une fois qu'on avait fait par le pur des hasards, on a pris des jus de fraises, on les a analysés, et là on a trouvé une quantité qui est très franchement, ça dépasse largement les normes d'insecticides sur les fraises. Bon, on a répété, ne vous en faites pas, je ne vais pas dire que les fraises sont toutes comme ça, on a répété une autre fois, ce n'est pas le même cas, donc ça dépend bien sûr des traitements. Alors, bien sûr, leur non-spécificité, pardon, et donc un large spectre d'effets néfastes sur l'équilibre naturel. Alors, bien sûr, ça augmente beaucoup la pollution, ça c'est certain, et en plus la résistance. Alors, je vais un petit peu vous raconter l'histoire de cette résistance, comment on l'avait trouvée. Comme je vous ai dit, moi je suis généticien, donc j'ai voulu voir comment se comportent, si vous voulez, les espèces vivantes et comment elles s'adaptent, quel est le système génique de s'adapter, et bien sûr la résistance n'est autre qu'une adaptation. Alors j'ai commencé à traiter ça. Au début j'allais travailler sur les antibiotiques et les bactéries, parce que la résistance aux antibiotiques, c'était quelque chose de très intéressant. Donc je me suis dit que je vais attaquer ça. Puis quelqu'un m'a soufflé ça pour me dire, mais écoute, il est préférable que tu vois peut-être la résistance au niveau des eucaryotes, c'est-à-dire des insectes et des insecticides. Et il y a la méthode qui est bien sûr donc prête, la méthode ou la méthodologie est mise en place. Donc je me suis, bien sûr, j'ai commencé à travailler ça, et le premier article ou la première publication que nous avons faite, c'était une publication où je croyais que j'étais en train de faire n'importe quoi. C'est pas normal qu'on trouve ce niveau de résistance. Alors bien sûr, j'ai pris mes résultats avec mes collègues, parce que j'ai travaillé ce travail-là en co-tutelle, ou si vous voulez en collaboration avec Montpellier. J'ai ramené mes résultats, j'ai ramené bien sûr les insectes, et je l'ai laissé au labo pour demander à une collègue, je lui ai dit, s'il te plaît, tu vas me travailler ça, et regarde les résultats après, on va les discuter. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, ne me pose pas des questions,
tu me le fais, moi bien sûr je vais prendre des manipulations pour toi, je les ferai pour compenser. Alors, je lui ai dit, je vais m'absenter pendant 2 jours. Hein. Alors, bien sûr, j'ai foutu le camp, je l'ai laissé travailler, et il n'y avait pas, à l'époque, nous n'avons pas de portable. Hein. Alors, bien sûr, après 2 jours, je débarque au labo, elle me dit, mais écoute, qu'est-ce que tu nous ramènes là? Je lui ai dit, elle m'a dit, une résistance que j'ai jamais vue. Je lui ai dit, alors compare-le avec les résultats que j'ai. Elle a comparé, et donc c'était quelque chose que, pour la première fois, un niveau de résistance, un tel niveau de résistance a été détecté. Alors pourquoi ça? On va se poser la question, pourquoi ça? Parce que on avait commencé, où on a tellement peur que le paludisme soit réintroduit, ou d'autres pathologies soient réintroduites, et donc c'est pour cela qu'on a commencé à déverser à tort et à travers des insecticides partout, même avec l'avion. Donc là, c'est un moyen qui était peut-être le plus néfaste. On déversait des quantités énormes d'insecticides partout, donc les insectes deviennent vraiment chétifs. Hein. Donc c'est comme on est en train de leur faire une bonne douche. C'est pas quelque chose qui va les tuer. Alors, vous allez voir qu'il y a quand même donc des chiffres qui sont vraiment bon. Il faut les comparer, c'est vrai. Vous n'avez pas des comparaisons, mais quand même, je vais vous le dire. Donc, la résistance, ce n'est autre qu'un phénomène adaptatif. C'est une adaptation à un milieu qui est toxique, un milieu qui est néfaste, un milieu qui est rebelle. C'est pour cela donc, c'est un phénomène qui est bien pour l'être vivant. Il faut que quand on est dans un milieu qui est hostile, on s'adapte, comme j'ai dit. Et donc ça, c'est peut-être la définition de l'OMS de la résistance, c'est l'apparition donc dans une population d'insectes de la faculté de tolérer des doses de substances toxiques qui exerçaient un effet létal sur la majorité des insecticides, des individus, composant une population normale de la même espèce. Ça, c'est l'OMS qui a défini, pas moi. Et bien sûr, tout le monde a adopté cette définition. Alors, comment se développe une résistance? Plusieurs mécanismes, je ne vais pas les détailler, hein, c'est pas la peine. Alors, plusieurs mécanismes. Il y a le résistant comportemental. Par exemple, le résistant comportemental, c'est comme on fait nous. On sent quelque chose de très inacceptable, on va fuir, on sort. On va fuir ça. Donc ça, c'est comportemental. Les insectes, je ne sais pas si elles font ça, mais quand même, elles ne se permettent pas de le faire. Et la résistance physiologique, là, ce sont des mutations géniques, des gènes qui leur permettent d'y échapper. Alors, cette résistance, c'est quoi la résistance physiologique? C'est le fait que l'organisme va développer à son intérieur des substances en grande quantité qui permettent à un être vivant d'échapper à un toxique. Donc c'est une activité intense de l'organisme. Alors, est-ce que chez nos insectes, il y a un coup? Normalement oui. Normalement, hein. Mais ce n'est pas le coup. On l'a pas trouvé parce nous avons fait des expériences. J'ai fait soutenir 3 ou 4 thèses sur ce sujet-là et bien sûr sur le coût, mais on n'a pas trouvé que, surtout pour ce produit-là, le chlorpyrifos qui est un organophosphoré, je vous ai dit au début, donc qu'il y a des familles, un organophosphoré, c'est un produit qu'il ne faut plus. Moi j'ai conseillé, et d'ailleurs le ministère de la Santé est sensibilisé parce que les résultats qu'on avait trouvés, ils ont été publiés par le ministère de la Santé et bien sûr elle les a répandus partout au niveau des municipalités, etc. C'est un produit qu'il ne faut plus utiliser en Tunisie. Il est en train de nous tuer, de tuer la faune environnementale, les êtres vivants, mais pas les insectes.
Alors, il semble qu'il s'agisse d'un mécanisme non coûteux du tout. Je ne sais pas. Donc, les insectes ont trouvé un moyen de trouver un mécanisme qui n'est pas du tout coûteux du tout. Et sans nous vanter, c'est notre équipe qui était la première à démontrer ceci. Donc, il y a un produit qui ne coûte rien. Donc, l'activité de l'organisme n'est pas vraiment très gênante. Alors, la résistance comportementale, bon, celle-ci c'est descendante du tumulus, c'est pas la peine vraiment de le développer. La résistance physiologique, comme je vous ai dit, c'est une modification génique. C'est des gènes qui vont changer le comportement, les récepteurs, etc. Alors, bien sûr, c'est une diminution qui fait que la quantité de toxiques qui atteint la cible diminue. Donc on diminue la quantité, on diminue la pénétration du produit à l'intérieur de l'organisme, on augmente le stockage ou l'expression, et bien sûr métaboliser les toxiques. Tout ça, peut-être j'insiste un peu parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui suivent dans tout ça c'est génique. Les 3 derniers points, donc c'est génique. Il y a des gènes qui font que les récepteurs cellulaires font que la pénétration diminue, donc on change le récepteur pour qu'il n'y ait pas une pénétration du toxique à l'intérieur de la cellule. On peut produire des enzymes pour augmenter l'expression, le stockage, etc. Tout ça c'est enzymatique et génique. Les enzymes, bien sûr, peut-être là j'entre dans le vif de ma spécialité. Les enzymes, ils sont spécifiques pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a des gènes qui lui produisent des enzymes qui lui sont spécifiques. Donc on ne peut pas manger des enzymes. On ne peut pas donc les faire pénétrer. Les enzymes sont vraiment biologiquement spécifiques. Alors, comment détecter et évaluer la résistance ? Bon, là, les tests toxicologiques, on les fait, il y a un test qui est peut-être commun. On prend une population donnée, on voit quelle est la quantité ou quelle est la dose qui a tué 50% de la population, et on la compare à une souche de référence où on doit être sûr dès le début qu'elle ne contient aucun mécanisme de résistance. Et bien sûr, on fait ce qu'on appelle le DL, et donc on va comparer la résistance. Alors, la résistance... Silence, s'il vous plaît, parce qu'on a du mal à suivre la conférence. Alors, bien sûr, la résistance, comme je vous ai dit, elle est uniquement en Tunisie. Malheureusement, ce n'est pas un honneur. C'est pas vraiment honorifique, bien que des fois, la première publication que j'ai publiée en 93, les mails à l'époque étaient vraiment du 9-9, c'était en France, pas ici, et dans ce cas-là, j'ai reçu, pour la première fois, quelqu'un reçoit plus de 100 mails par jour, concernant cette résistance, pour demander, mais comment vous faites pour avoir tout ça ? Donc, c'est une résistance qui est unique au monde. Il n'y a pas un autre pays où il y a ce type de résistance. La répartition est très hétérogène. C'est-à-dire que la résistance la plus importante, c'est surtout dans la région, regardez bien, les régions où il y a les plus de résistance, le Grand Tunis, le Gabon, le Sahel, dont une population de la Sheba, mais bon, je n'ai pas les résultats, et de Sfax. Ce sont les régions où il y a le plus de résistance, mais les régions de l'intérieur, non. Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, bien évidemment. Bon, je vais vous donner quelques exemples, tout simplement. Regardez bien. Alors, la résistance à Monastir, par exemple, pour le chlorpyrifos. Il faut, regardez bien ce chiffre. Je ne vous demande rien. 4000. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de prendre une dose, vous devez utiliser 4000 doses pour tuer 50% de la population. Alors 4000 doses, ça veut dire que presque vous mettez le produit tel qu'il est. Sans eau, sans rien du tout. Il faut le mettre tel qu'il est pour vous tuer uniquement 50%. Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que
Il y a peut-être donc des insectes qui vont mourir, oui. Bon, peu importe. Mais tout le reste, ça va dans l'environnement, ça va dans ce que vous mangez, ça va dans ce que vous buvez, ça va éventuellement également dans tous les composants de l'organisme. Et comme a dit tout à l'heure Cézanne, il y a même dans les laits maternels, on a découvert des insecticides. Alors, bien sûr, le Théméphos, bon, il reste quand même quelque chose d'utilisable. Regardez, 1 à 3 fois. Donc, c'est quelque chose qu'on peut continuer à utiliser, c'est pas grave. 206 permétrine, ce n'est pas très très élevé, mais quand même, c'est élevé. Deltamétrine, etc. Donc, voilà, je vous ai donné un exemple d'une population de monastirs. Alors, Moknine, par exemple, c'est encore plus. Chlorpyrifos, toujours ce produit-là, 10 millions de fois, le produit pur. Hein. Théméphos, 3 fois, donc toujours continue à utiliser, donc ce n'est pas très grave. Alors, Sayed, par exemple, bon, ce n'est pas très très important, 45. Donc, vous voyez l'hétérogénéité, donc il n'y a pas beaucoup de résistance. D'ailleurs, je le dis, la Sheba c'est à peu près les mêmes niveaux que Sayed. Je n'ai pas inclus le niveau, mais en tout cas c'est pas très important. Mseken aussi, c'est pas vraiment quelque chose de très important. Gabon, là c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'on traite surtout les agrumes, on les traite et les arbres, on les traite d'une manière, donc en agriculture on utilise beaucoup ça. Gabon, toujours Belli, c'est aussi quelque chose de très important. Donc tout le Gabon, c'est vraiment très important. Bon, je passe vite parce que c'est les chiffres. Regardez surtout à votre droite, c'est les chiffres qui m'intéressent le plus. Donc, par exemple ici, Tazalka, 100 000 fois pour le chlorpyrifos, un peu moins pour le Théméphos, très important pour la permétrine, etc. Donc, vous voyez que c'est quand même un niveau très, très important. Alors, donc, on peut remplacer tout ça. On peut garder notre santé. On peut ne pas vraiment, nuire à notre santé. Alors, il faut faire autre chose. Éliminer les gîtes. Là où il y a des insectes qui pilulent, on doit faire attention et les faire. Et là, ça m'a plu quand j'ai vu les activités de cette association des activités valeureuses, vraiment. Hein. J'ai vu qu'il y a quand même des choses comme ça, on élimine des gîtes. Et ça vous épargne de pas mal d'insectes. Respect très strict des plans d'aménagement municipaux, parce que des fois on peut faire n'importe quoi pour faire une construction là où il ne fallait pas, et donc les eaux sont très difficiles à faire sortir, et donc dans ce cas-là, bien sûr, avoir des problèmes. Mettre en place des réseaux d'assainissement adéquats. La lutte biologique, les bioinsecticides. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des bactéries qui produisent des insecticides qui sont spécifiques aux insectes, pas vraiment à l'humain. Insecticides de synthèse, on peut aussi les synthétiser, et donc c'est toujours spécifique. Hein. Donc ça, c'est vraiment spécifique envers les larves de moustiques, pas autre chose. Non toxique pour l'homme, donc ça ne fait absolument rien à l'homme. Donc les bioinsecticides ne peuvent pas nous poser de problèmes. Non phytotoxique aussi, ça ne fait rien aux arbres, préserve la faune utile, mais problème, toujours le même problème. Et là, très franchement, je vous dis, hein, moi j'ai cru, à l'époque où j'ai commencé à travailler de tout ça, j'ai cru que, voilà, on a résolu le problème. Avec les bioinsecticides qu'on peut produire. Et là, je me rappelle avoir beaucoup discuté avec un collègue au CBS de Sfax qui les produit, et donc je me suis dit que si jamais on est en train même de les produire en Tunisie, c'est bon, donc le problème est résolu. Mais 2 ans ou 3 ans après, on a testé et la résistance réapparaît de nouveau. Donc ça c'est vraiment
Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup mis, le fait qu'il y a la résistance. Alors, l'analyse biologique, toujours, usage d'inhibiteurs, par exemple de croissance, de développement ou de fertilité pour les insectes, on peut les utiliser. Et bien sûr, les hormones juvéniles pour empêcher le passage au stade. Là, on peut bloquer, par exemple, les stades 1, 2, 3, 4, on peut les bloquer. On peut bloquer et l'insecte serait bien sûr bloqué en stade 1 et donc en stade 1 par exemple, et elle va mourir quelques temps après. On peut utiliser aussi des ecdysones qui agissent à peu près de la même manière. On peut utiliser des stérilisants. Et vous vous rappelez, peut-être vous êtes jeune, mais vous ne vous rappelez pas l'épidémie qu'a fait la mouche bouchère en Libye. Et là, ça a été traité de cette manière. On a ramené des mâles stériles, qui, en s'accuplant avec les femelles, ont peut-être une compétitivité beaucoup plus importante que les mâles normaux. Et dans ce cas-là, la femelle, une fois accouplée avec un mâle stérile, n'a plus besoin de s'accoupler avec elle. Et donc, bien sûr, elle va rester éternellement comme ça. Elle va produire des œufs qui n'éclosent pas. Et dans ce cas-là, bien sûr, on peut aussi lutter avec ce moyen-là. Il y a également des nouveaux produits à partir de travaux de recherche. Il y a des travaux, là, je crois que j'ai vu tout à l'heure, vos stands, où il y a des plantes. Il y a beaucoup de plantes qui peuvent produire pas mal de produits qui peuvent être utilisés. Les huiles également. Et bien sûr, la prédation. Et là, peut-être pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti, il me reste peut-être 2 minutes. Alors là, la prédation, nous avions, peut-être que je me vante un petit peu. J'étais désigné à un certain moment, depuis peut-être au début des années 92-93, expert OMS, et on nous a appelés pour résoudre le problème, par exemple, qui se trouve à Burj Al Khadra. Burj Al Khadra, c'est le coin le plus éloigné de Tunisie, bien sûr, c'est en contact avec l'Algérie, la Libye et la Tunisie. Il y avait là un problème d'eau, un plan je ne sais pas comment, et maintenant l'eau est déversée et elle a fait un lac de 4 km, dont uniquement 4 à 500 mètres en Tunisie, le reste c'est en Algérie. Et bien sûr, de l'eau stagnante comme ça ne fait que monter les insectes, et les gens, les militaires qui étaient dans la caserne de Burj Al Khadra ne peuvent plus dormir, vraiment. Et on a dormi avec eux 2 nuits. Au début, c'était insupportable avec les insectes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait donc la prédation. La prédation qui est connue. La prédation par quoi? On peut faire, il y a beaucoup d'insectes qui mangent les autres insectes. Donc, c'est une prédation. Et il y a aussi également les ditiques qui également mangent les insectes. Donc, vous n'avez qu'à développer un petit peu ça. Et il y a surtout, donc, les poissons herbivores. Donc, il y a beaucoup d'espèces qui sont d'origine d'Amérique latine, qui étaient importées par les Français en Tunisie depuis très longtemps. Et donc, on a beaucoup d'espèces de petits poissons qui vivent dans l'eau douce. Et bien sûr, ils ne mangent que des larves de moustiques. Et dans ce cas-là, si jamais vous laissez des poissons comme ça, en très peu de temps, vous n'avez plus rien. Et c'est ce qu'on avait fait à Burj Al Khadra et ça a réussi. C'est vraiment quelque chose qu'on avait totalement réussi. Alors, bien sûr, là, c'est surtout Gambusia affinis. Gambusia, c'est un petit poisson qui pullule, qui se développe et qui vraiment se répand très vite. Donc, c'est pour cela que le problème n'est plus un problème. Voilà donc concernant les alternatives. L'autre chose, c'est la sensibilisation et l'éducation de la population, la participation. Je crois que quand je vois ce que fait votre association, je me dis, ça me fait vraiment beaucoup de chaleur à l'intérieur. Mais je ne sais pas est-ce que vraiment c'est valable pour d'autres associations. Je ne crois pas. Alors, bien sûr, la gestion des réserves d'eau, renouvellement continu,
couverture convenable des gîtes potentiels, destruction des récipients. Alors là, les récipients, destruction des récipients, c'était aussi une anecdote qu'on avait vécue au Gabon. Je ne dis pas exactement où, mais c'était au Gabon. Alors, quelqu'un, une vieille dame, était venue me dire, mais écoutez monsieur, là elle est sortie de chez soi pour me dire, écoutez monsieur, c'est vrai, je ne peux plus dormir, il y a beaucoup d'insectes chez moi. Pourtant, quand j'ai demandé à mes collègues de service d'hygiène, ils me disent qu'on avait traité. On a traité même chez eux, donc il n'y a rien, il n'y a ni puits fosse septique, ni rien du tout. Bon, je me suis dit, mais... alors, on est entré chez elle nous a accueillis après, à ouvert, donc elle nous a offert le thé, à manger et tout. Mais, très franchement, même le jour, il y avait des moustiques. Bon, on était un petit peu étonnés, parce qu'il n'y a rien. Les moustiques, ça vient où d'une source d'eau, ou éventuellement de quelque chose comme ça. Donc, d'où est-ce que ça vient? Faites bien attention aussi, on ne peut pas intervenir sur l'adulte qui vole. Le fait que vous déversez donc ces trucs-là que vous achetez dans les marchés chez vous, ça ne fait absolument rien. Ça ne fait que vous mouillir, tout simplement. Alors, donc, il faut intervenir au niveau des bébés, au niveau des moustiques. Alors, en fin de compte, on a cherché. Et, à un certain moment, j'ai vu une vieille porte, avec des verrous très anciens. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Il m'a dit, mais il n'y a rien là. Il n'y a rien, c'est fermé. Est-ce que vous permettez que vous l'ouvriez? Alors, une fois qu'elle l'a ouvert, là, c'était une nuage de moustiques. Pourquoi? Parce qu'il y avait des jarres dans lesquelles elle met ses huiles, apparemment, ou je ne sais pas quoi, et elles étaient pleines d'eau. Et là, ça grouillait. Alors, depuis, bien sûr, on a vidé ces jarres, et depuis, bien sûr, la dame, une fois, elle m'a vu, c'était peut-être 2 jours ou 3 jours, on était revenus, comme ça par hasard, hein. Elle me dit, on a vraiment résolu le problème. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment donc, faire attention à tout. Alors, l'eau stagnante, donc il ne faut absolument pas laisser l'eau stagnante. Alors, bien sûr, là, je termine, ne vous en faites pas, j'ai terminé. Donc, il faut réfléchir de nouveau à utiliser correctement les insecticides. Un usage, donc, vraiment raisonnable. Ne plus utiliser ce produit-là, favoriser autant que possible les méthodes nouvelles, suivre correctement l'évolution et également éduquer, donner les moyens adéquats aux agents, former continuellement, continuer à être vigilant, établir des programmes en fonction, bien sûr, avec les laboratoires de recherche et établir une cartographie correcte des régions de Tunisie. On l'a fait, hein, c'est déjà fait. Donc, on sait maintenant comment nous comporter exactement. Voilà, je vous remercie et j'espère que je vous ai intéressé. Fort intéressante qui nous a permis de voyager donc, à travers le monde animal et en l'occurrence celui des insectes malheureusement nuisibles. Cette conférence a eu également le mérite de mettre l'accent sur l'utilisation abusive de ces contaminants très nocifs aussi bien pour l'homme que pour son environnement. Pour essayer de rattraper le retard qu'on a accusé au sein de cette journée, on va se contenter malheureusement d'une seule question parmi l'assistance. Donc vous avez le droit à une seule question, sinon s'il y a plusieurs autres... Monsieur le professeur, pour votre conférence très enrichissante, juste une remarque pour... vous avez parlé du paludisme. En fait, en arabe, c'est Humma al-Mustanqa'at. Le paludisme. En arabe, c'est Humma al-Mustanqa'at.
Non. Alors, j'ai voulu juste. J'ai aimé si vous avez abordé le problème des leishmanios, à côté du paludisme, de leishmanios et le phlébotame, et les moyens de lutte, parce que c'est le vrai fléau en Tunisie. Oui, mais excusez-moi, le phlébotame, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut vraiment lutter avec. Je sais qu'il y a un problème ici du côté de Cheikh Benazir. Je sais. Donc le phlébotame sévit. Autrefois, il était assis déposé. Maintenant, il est là. Et il provoque, bien sûr, deux pathologies qui sont assez graves, qui sont traitées. C'est normal. Mais les phlébotames, malheureusement, il n'y a pas vraiment beaucoup de moyens de lutter contre. On laisse le soin au comité d'organisation de remettre en guise de souvenir le logo de l'association à notre conférencier, M. Bachir.